Donc du coup, vous êtes ici chez Pilotine. Donc, Pilotine est une agence de com digital, mais aujourd'hui, on va vraiment parler de WordPress. On a 1 heure tout pile, donc on va essayer d'être le plus efficace possible pour que vous ayez une bonne introduction, en tout cas à ce qu'est WordPress et aux bonnes pratiques, aux bons outils, aux bons plugins à utiliser sur WordPress. Pour faire un site web moderne, dynamique, responsive et facile à modifier, c'est le principe même de WordPress. Est-ce que vous connaissez tous les points communs entre ces différentes marques ? Disney, New Yorker, bizarrement, ils ont tous un site sur WordPress. Donc c'est pour vous dire qu'il y a même des énormes marques, même des multinationales ont leur site sur WordPress. Alors pas forcément pour le gros site métier qui va gérer vraiment tout l'interne, mais souvent pour le site corporate ou le site pour le recrutement ou la partie média de ces différentes marques. Par exemple, Euronews est en train de refaire son site corporate en WordPress. Le site média, c'est le site média et puis il y a le site corporate en WordPress. Donc WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS, donc un Content Management System, et il rentre en concurrence avec plein d'autres CMS qui sont, pour le coup, là, open source, et pas tous, Drupal, Wix, WordPress, Joomla et PrestaShop. Donc la différence avec juste Wix, c'est ce qu'on appelle un CMS propriétaire, c'est-à-dire qu'il reste propriétaire du code, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière, alors que les autres ont mis à disposition gratuitement et en open source leur code. Donc l'avantage de ces 4 solutions, c'est que vous en êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez avec, et que vous avez une communauté qui va développer l'outil derrière. Donc très brièvement sur Pilotine, donc nous il y a 14 personnes chez Pilotine et vous voyez l'organisation de notre structure, il y a vraiment 5 personnes sur la partie développement parce que c'est sur le développement que nous on a le plus de boulot parce que le site WordPress, à peu près tout le monde peut faire un site WordPress aujourd'hui, je vous montrerai les plugins, les techniques qui existent, mais il y a d'autres personnes pour des besoins un peu plus gros, type chez Euronews, ils ne vont pas s'amuser à faire la partie où ils vont prendre un thème à 60 € sur internet, ce qui est possible pour de nombreux sites, et ils vont plutôt le développer derrière. Donc nous voilà, c'est ce qu'on propose. Ça, on s'en fiche un peu. On est bien intégré dans la communauté WordPress, parce que WordPress en fait c'est une vraie communauté. Si vous voulez en savoir un peu plus sur WordPress et passer à un niveau un peu supérieur, vous avez tout ce qui est lié au Meetup. Il y a un Meetup qui s'appelle le Meetup WordPress Lyon. On intervient d'ailleurs en fin de mois le 29. Le 29 janvier, c'est nous qui intervenons et on va présenter justement notre builder. Donc on verra un petit peu après ce que c'est un site builder, mais du coup on a développé notre propre builder qui est dédié aux développeurs et on va le présenter au Meetup. Donc je vous invite à venir si ça vous intéresse. Et on a développé aussi des extensions que je vous présente là, je ne les représente pas après, mais ACF Extended qui est une extension qui permet de pouvoir mieux gérer son site de manière beaucoup plus fluide quand on est un développeur, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et 404 to 301, c'est un plugin qui permet de faire en sorte que quand vous avez une page qui n'existe plus, une page d'erreur, une page 404, et ça redirige automatiquement vers la page la plus similaire sémantiquement. Si vous avez une page qui s'appelle 1, 2, 3, 4, ça va renvoyer vers la 1, 2, 3, 4 bis. Et ce qui vous permet de ne plus jamais avoir de page 404 sur vos sites. Donc voilà, vous pouvez utiliser ces différents plugins si ça vous intéresse. Petit conseil d'organisation en fonction de votre projet. Si vous êtes tout seul, vous avez du temps et que vous n'avez pas de budget, vous pouvez tout faire tout seul avec WordPress et c'est ça qui est chouette. Si vous avez moins de temps et un petit peu de budget, ce que je vous invite à faire, c'est toujours de vous faire accompagner sur l'état des lieux, la stratégie et un petit peu la construction du site et après de gérer le reste et de vous former pour gérer tout seul. Ça, c'est le bon moyen de s'organiser sur WordPress. Donc après, voilà, il existe des gens en freelance, il existe des agences, il existe de tout. Mais en tout cas, je conseille souvent de vous faire accompagner sur le démarrage pour lancer quelque chose de bien et après de vous rendre totalement autonome et de vous passer justement d'un freelance ou d'une agence si vous avez justement un petit peu de temps à y consacrer. Si vous n'avez pas de temps, sous-traitez tout, mais ça n'arrive pas tout le temps. Des exemples de sites montés avec WordPress qu'on a développés nous. Donc par exemple le site de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui se cache derrière, c'est que c'est en fait 13 sites. C'est le site de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, donc en fait il y a 13 sites, donc on peut gérer des multi-sites avec WordPress. On peut faire des choses assez chouettes. Donc là c'est un site vitrine où on va retrouver les événements, on va pouvoir voir les actualités du blog, on peut voir consulter des vidéos, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un multi-site. On a fait aussi des job boards, donc, par exemple le site du MEDEF qui s'appelle VIP Stage et Alternance. On a recréé un monster job sur WordPress. Donc WordPress n'est pas limité à faire que des blogs ou que des choses comme ça. On peut faire aussi des trucs très costauds techniquement. On peut faire des sites très créatifs comme le site de Kaelis qui est un cabinet d'expertise comptable qui va avoir des distinctions en termes de design ou autre. Donc avec WordPress, on peut faire aussi des sites qui envoient vraiment du lourd en termes de graphisme et d'intégration. On peut aller très loin là-dedans. Soit voilà, on va en parler après, on achète des choses prêtes à l'emploi sur étagère, soit on peut carrément avoir toute une source de créativité derrière. Ou alors des sites beaucoup plus simples comme celui-ci qui est un site de 5 pages où on a du contenu ou autre et WordPress est très bien fait pour ça aussi. Voilà
un petit peu. Donc par rapport aux besoins WordPress, mais je vais passer assez vite là-dessus, les prérequis, quand vous voulez vous lancer tout seul dedans, c'est de la patience parce que vous allez en avoir des emmerdes. Il va vous arriver des trucs où vous allez mettre un plugin et puis ça va tout casser, il faudra revenir sur la version d'avant, ça va vous arriver. Donc de la patience, de la persévérance, de l'anglais, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, vu que la communauté est internationale, il y a beaucoup de plugins qui sont en anglais, il y a beaucoup de choses dans le back-office qui vont être en anglais, donc il faut quand même parler un petit peu anglais, et pas mal d'autonomie, puisqu'il va falloir en fait chercher des solutions en ligne. Il y a beaucoup de réponses qui vont être en ligne, sur les blogs ou autres, parce que vu que la communauté est énorme, ben vous avez beaucoup de gens qui ont eu les mêmes soucis que vous et qui ont déjà posé les questions et qui ont déjà amené les réponses sur différents blogs. Donc il vous faudra en tout cas ces 4 grands prérequis. Donc contexte, il faut bien travailler vos objectifs, vos cibles, votre positionnement comme dans tout projet de communication. Il faut voir vraiment votre proposition de valeur parce que sortir le même site que le voisin et juste le copier-coller, ça a rarement de l'intérêt. Donc vraiment travailler sur ces éléments-là. Évitez de rendre tout de suite votre site trop compliqué. Essayez de faire simple au démarrage, surtout quand vous vous lancez. Et pour revenir là-dessus, c'est important de travailler sur vos personas. Tout le monde a entendu parler des personas ici ou pas ? Ouais, non? Alors le persona, le principe, c'est que ça va donner quelque chose comme ça. C'est travailler votre cible type. Donc ça va être par exemple Jill, parce que là c'est en anglais. Mais du coup, le principe, c'est de travailler vraiment le client type pour se mettre à sa place, pour savoir, essayer de deviner un petit peu ce qu'il va chercher quand il va venir sur votre site pour que vous puissiez lui proposer les meilleures informations derrière. À savoir que ça, en fait, soit on se dit c'est bon, je sais, je suis assez malin et j'y vais, soit on va réaliser de vraies interviews quantitatives et qualitatives en téléphonant, en appelant des prospects potentiels et des sites pour savoir ce qu'ils pourraient attendre d'un site comme le vôtre. Donc ce que je vous recommande, c'est pas forcément de faire cette fiche super pompeuse et très marketing, mais c'est d'appeler vraiment 2, 3, 4 personnes et de poser des questions sur qu'est-ce que vous attendez vraiment à trouver sur mon site, qu'est-ce que vous cherchez réellement, pour que vous puissiez un petit peu parler le même langage. Donc ça c'est important, mais ça n'a rien à voir avec la technique. Ensuite, vous avez votre univers graphique, c'est toujours important d'avoir votre logo, votre charte graphique, ou au minimum logo et charte graphique. Après, WordPress peut gérer tout le reste, mais au moins logo, charte graphique. Par charte graphique, j'entends au moins des couleurs et une police. Si vous avez ça, vous pouvez monter un site, c'est très bien. Mais après, il faut savoir quoi raconter. Périmètre technique maintenant. Est-ce que vous savez ce que c'est un MVP? C'est ce qu'on appelle un Minimum Viable Product, donc le produit minimum viable. Et un MVP, c'est pour vous éviter de passer 150 ans caché dans votre garage à développer votre site pour qu'il soit parfait. C'est dire je commence petit, mais au moins je commence et je mets la première pierre. Donc par exemple, ça c'est un mauvais moyen de faire MVP. C'est dire je vais d'abord avoir la roue et on verra bien ce que ça donne, parce que la voiture elle aura du mal à rouler. Donc un bon MVP, c'est d'avoir d'abord un skate, après la trottinette, après le vélo, après la moto et enfin la voiture. Et il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous en ayant des idées de ouf. Ils veulent faire le Airbnb, du Uber, du Blablacar. Donc ceux-là, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'au final, ils ont le budget pour la roue ou pour la trottinette. Mais eux, ils veulent déjà la voiture. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'ils nous demandent quand même de développer la voiture, mais avec le même budget qu'une trottinette. Et donc, ils arrivent à une roue. En général. Donc, essayez de vraiment de simplifier un maximum votre projet avant de vous lancer. C'est important d'essayer plutôt de conceptualiser cette trottinette, enfin ce skate, mais au moins qui va rouler, avant d'aller chercher quelque chose de trop complexe. Donc, quand c'est quelque chose de trop complexe, c'est éviter de surcharger avec des plugins, des fonctionnalités ou autres. Si déjà votre site il est clair, simple, avec des pages de contenu, on est déjà pas mal. Et après, vous pourrez enrichir tout ça. Travail préparatoire. Ce qui est important quand vous travaillez sur un site, que ce soit WordPress ou n'importe quoi, c'est de travailler votre arborescence. L'arborescence, elle est intéressante, il y a un intérêt en termes de référencement naturel, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ça vous permet de structurer surtout au final votre menu, le menu de votre site. Donc vous savez que vous allez avoir la page accueil, à propos, service, formation, article, contact. Et derrière, vous allez décliner différentes pages. Parce que ce qui est bien avec WordPress, c'est que vous pouvez organiser vos pages très facilement. Vous pouvez dire cette page-là, finalement, je la mets ici, je la mets là ou autre. Mais essayez déjà de conceptualiser un petit peu toute cette arborescence pour déterminer les pages qui vont exister derrière afin de vous permettre quand vous allez monter votre WordPress, plutôt que d'attaquer par des trucs trop compliqués, rien que de créer votre menu, créer vos premières pages, mettre vos titres. Et déjà, c'est pas mal. On a déjà fait un bon bout de chemin. Ensuite, il faut aller un peu plus loin sur l'organisation à l'intérieur du contenu même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des wireframes. Ou par exemple, donc ça va être notre page d'accueil. On va essayer de se dire quels sont les contenus que je vais mettre sur cette fameuse page d'accueil. Je vais mettre d'abord une belle image. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'éviter les sliders. Les sliders, c'est dépassé, ça se fait plus trop. On est plutôt sur une image qui a un fort impact qu'un slider avec trop d'images que vous avez du mal à trouver. Donc, si vous avez déjà une belle image, c'est top. Votre titre, forcément, le titre de la page, votre image,
une introduction au sujet, la présentation de vos différents services ou de vos différentes réalisations, de vos différents produits, je ne sais quoi. Et après, ce qu'on appelle un peu les réassurances, en disant pourquoi c'est vous les meilleurs, pourquoi les gens ont un intérêt à prendre contact avec vous ou à acheter vos produits. Si déjà vous avez ça, pareil, c'est parfait, quel que soit le design derrière. En fait, le design, c'est quelque chose vraiment d'accessoire. Bon, bien sûr, si c'est horrible, vous allez avoir du mal à vendre, mais le design est vraiment quelque chose d'accessoire. Ce qui est important, c'est de travailler son contenu et WordPress permet de le faire. Faites bien la différence entre le design et l'expérience utilisateur. Ça, typiquement, c'est quelqu'un qui a designé un beau passage, mais au final, les gens, ils utilisent celui-là parce qu'ils veulent aller à l'essentiel. Donc, essayez, d'où l'intérêt d'appeler les gens et de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour eux pour leur proposer ça. Donc, c'est pas grave si le design de votre site, c'est pas le plus beau, tant que les gens, ils comprennent ce que vous proposez, votre proposition de valeur. Bon, voilà, j'ai fini avec les choses un petit peu liées au marketing et maintenant, on va passer à WordPress. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un CMS déjà et comment ça fonctionne? Alors, là, il y a vous et là, il y a votre site. Et entre tout ça, il va se passer plein de trucs. Là, il y a vos utilisateurs. Et donc, le but, c'est de faire en sorte que vos utilisateurs aillent voir votre site. Donc là on parle vraiment technique. Donc, les utilisateurs utilisent un navigateur pour aller voir votre site. Donc, les navigateurs, il y a Chrome, Safari, Firefox. Ils vont utiliser ces différents navigateurs. Derrière, vous allez avoir un nom de domaine qui va être géré chez un registrar. Donc, il est important de réserver votre nom de domaine, que ce soit OVH, Gandhi, One and One, tout ce que vous voulez. Moi, je recommande à fond OVH. Mais après, vous pouvez prendre chez n'importe qui, il existe beaucoup de concurrents. Votre nom de domaine, il va être relié à un serveur. Un serveur, ça va être comme un disque dur externe, et du coup, vous allez avoir vos dossiers qui vont être affichés là-dedans. Quand les gens vont aller sur votre nom de domaine, qui vont s'afficher, ces fichiers-là. Et du coup, ça sera à votre site que les gens vont regarder avec un navigateur. Et vous avez en fait tout ce qui est langage. Donc c'est pour ça, ce qui est bien avec WordPress, c'est que vous ne vous soucierez pas de savoir si c'est du PHP, du Python, du HTML, de tout ça. Ça, vous en fichez complètement, ça vous laissez ça aux développeurs. Et vous, ce qui va être important, ça va être de faire en sorte d'utiliser WordPress, en fait, qui va intégrer tout ça et qui va directement se mettre sur votre hébergement. Et du coup, les gens vont directement pouvoir consulter votre contenu. Donc, ce qui est bien avec WordPress, c'est qu'on saute toutes ces étapes un petit peu complexes et qu'on va juste gérer le WordPress qui va générer un site et qui va s'afficher quand les gens vont taper votre nom de domaine. Donc ça, c'est un des avantages de WordPress par rapport à se dire je vais coder mon truc parce que je veux faire comme un vrai développeur, où là, vous allez passer par toutes ces étapes plutôt compliquées. Et ça fait bien la différence entre en fait le back-office, donc c'est tout ce que vous allez gérer quand vous allez vous connecter à WordPress pour gérer votre contenu, et la partie front, donc c'est ce que les gens vont voir derrière. Est-ce que vous faites la différence entre WordPress.com et WordPress.org? Ouais, vous pouvez expliquer? Quand c'est hébergé chez soi, c'est hébergé à un endroit qu'on connaît sur un serveur et c'est des données qui nous appartiennent, qu'on peut Exactement. récupérer, on peut se faire une sauvegarde. C'est ça. Pour le mettre ailleurs si on veut. Ouais. Et l'inverse, comme c'est .com, Ouais. je ne me trompe pas. En fait, c'est une application. Vous rentrez des données, mais c'est sur l'appli. Si l'appli ferme, le site. C'est ça. Alors en gros, donc WordPress, derrière, il y a une société et en fait, ils éditent deux produits. Donc il y en a un qui est open source et tous les développeurs y ont accès, c'est celle-là. Donc c'est celle que vous allez devoir héberger chez vous. Et après, ils ont une solution qui s'appelle WordPress.com où en fait, vous n'avez pas exactement la même chose, mais ça ressemble pas mal et vous pouvez le faire directement en ligne. C'est-à-dire que vous allez sur WordPress.com et vous pouvez tout de suite créer votre nom de domaine, ça va générer votre site. Donc si vous avez vraiment pas de temps, un tout petit peu de budget, parce que du coup il y a un abonnement, il faut payer genre 9 € par mois, quelque chose comme ça, vous pouvez aller sur WordPress.com. En gros, tout le travail est pré-mâché. Si vous voulez faire la version un peu plus professionnelle, un peu plus avancée que la majorité des gens font en général, ça va être cette partie-là qui va nécessiter de télécharger un fichier zip, de le mettre sur votre serveur. Enfin, il y aura plusieurs étapes à faire. En gros, il y a une trentaine d'étapes en général à faire quand on veut faire ça. Ça, c'est beaucoup plus pro et plus flexible. Là, vous avez la version en fait packagée, pré-mâchée. On peut passer de l'un à l'autre? Pardon? Non, on ne pourra pas passer de l'un à l'autre. Et comment on sait sur quoi on est? En gros, si vous êtes sur… Si vous n'avez jamais vu de fichier HTML de votre vie, que vous n'avez jamais eu de fichier zip, que vous n'avez jamais dû prendre un hébergement, c'est que vous êtes sur cette version-là. C'est la version gratos qui avait de la pub même. Ils avaient une petite pub qui s'affichait tant qu'on ne paye pas. Par contre, si vous avez téléchargé des trucs et fait des choses un tout petit peu compliquées, c'est que vous aviez la version professionnelle. Est-ce qu'on peut le voir dans l'adresse au bas du site? Non, ça ne se voit pas du tout. Non. Ça se voit tout en bas du site. Il y a marqué hébergé par WordPress.com si vous êtes sur la version gratuite. Et quand vous êtes sur un OVH par exemple, et Oui. votre nom de domaine,
Alors des fois, ils vous mettent sur WordPress.com, je présume. Non, alors eux, ils vous proposent d'installer WordPress automatiquement, justement. Ils vous prémâchent un petit peu les différentes étapes dont j'ai parlé, mais vous êtes sur cette partie-là professionnelle. On est sur OVH, par exemple. Oui, OVH, par exemple, quand vous prenez un hébergement OVH, il vous propose de créer tout de suite un site en WordPress. Là, il fait une coquille vide. C'est cette partie-là, c'est la version pro. D'accord, bon, c'est bon. Merci. Voilà. La majorité des gens utilisent celle-là. D'accord. Euh, Je sais pas. Démonstration. Donc, il y a la caverne d'Alibaba pour chez WordPress et quand vous allez dans l'administration. Donc, il faut aller sur WP-admin. En général, vous tapez le nom de votre site /wp-admin et vous arrivez dans la partie d'administration du site qui va vous permettre de gérer votre back-office. Le back-office, donc c'est toute la partie immergée de l'iceberg qui va vous permettre de tout gérer. Et la partie front, c'est ce que les utilisateurs verront. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est quand on est connecté, là c'est par exemple le site de Mixpanel, c'est ce qu'on voit en front. Donc on voit que ça n'a rien à voir, sauf que là on n'est pas sur l'édition de la page, on est sur vraiment le panel d'administration, donc c'est la partie d'accueil une fois qu'on s'est connecté sur WordPress. Mais je vais aller sur des sites qu'on a développés, comme ça vous pourrez voir après. Donc on fera une petite visite guidée. Bon on va le faire tout de suite en fait. On va faire une petite visite guidée. Alors, je me suis connecté à quoi? On a celle-là par exemple. Alors, donc là, je suis sur un des sites où je me suis connecté, justement. Donc, c'est ce site-là. Donc, la partie front, ça donne ça. Power Academy. C'est un site plutôt simple. Je n'ai pas pris un complexe. Donc là, j'accepte les mentions légales. Tac. Et donc, ça donne ça, par exemple, en front. Donc, voilà, on a un site voilà, qui est plutôt simple. Quand je suis connecté, en fait, je vais me retrouver avec mon tableau de bord où je vais retrouver certaines informations. Donc ça, c'est spécifique à nous. Normalement, vous avez un truc qui est un peu plus lambda. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos petites têtes, on sait si les gens sont en maintenance, tout ça. On a mis une fois à question, on retrouve les différentes statistiques du site, ces choses-là. Mais si je veux modifier la page d'accueil, en fait, je vais aller sur toutes les pages et je vais pouvoir retrouver, si je descends, voilà, il y en a pas mal des pages. Je vais en page 2. Donc là, je retrouve l'ensemble de mes pages et ici, j'ai accueil. Donc je retrouve ma page d'accueil. Si je clique sur ma page d'accueil, en fait, en back-office, ça va ressembler à ça. Donc on voit que c'est un système qui va avoir plusieurs parties. Parce qu'on n'est pas sur un truc simple comme un article de blog. On verra un article de blog, c'est beaucoup plus simple. Sur la page d'accueil, en fait, je vais me retrouver avec, en fait, il y a une partie contenu, il y a le constructeur, on voit les 3 petites images, on va retrouver des cartes, des choses comme ça. Par exemple, si je clique sur une carte, par exemple, une des cartes, ça va être un titre, un sous-titre et du texte. Et en front, bah, ça mettra titre, sous-titre, texte. Donc on a ce type d'éléments. On peut retrouver aussi des images. Je ne sais pas si là, je vais avoir dessus. Là, par exemple, une image. On a image, titre, sous-titre. Et après, on peut mettre une partie texte. Et donc ça, c'est le fonctionnement avec un truc que je vous présenterai plus tard qui s'appelle ACF, qui permet de faire ça. Sinon, quand on va sur un article de blog, là, tac. Là, il n'y a pas de blog, mais bon, on verra, on voit à quoi ça ressemble. On est aussi sur un truc compliqué, mais bon. Tac, ça va plus ressembler à ça. On va retrouver l'intégralité de notre article de blog. On peut mettre à l'intérieur des images, du texte. C'est juste que là, ça va s'afficher, les informations vont s'afficher les unes après les autres. On ne peut pas avoir quelque chose de travaillé en termes de structuration du contenu. Donc voilà, on peut modifier donc ces pages, on peut modifier ces articles de blog. On a... Oui. On le construit, oui. On a la possibilité de le voir sans que ça apparaisse directement. Oui, alors donc du coup, vous pouvez faire prévisualiser ici. Vous avez un bouton prévisualiser les modifications, ce qui va ouvrir une nouvelle page pour voir si c'est bon, et après on peut le publier. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un système de révision. Donc c'est-à-dire que si vous êtes planté un moment, que vous avez mis le S qu'il ne fallait pas, que vous avez fait une bêtise, vous avez cliqué sur enregistrer et que ça a tout cassé, vous pouvez toujours revenir à la version d'avant. Et ça c'est vraiment pratique sur WordPress d'avoir ce système de révision parce que beaucoup de monde fait beaucoup de bêtises. Et c'est bien normal. On peut faire en sorte que la page soit visible, non visible, qu'elle soit référencée, pas référencée. On a beaucoup de fonctionnalités. Et en fait, on a un petit tableau là-haut, si je fais option de l'écran, qui nous permet d'afficher en fait pas mal de catégories. En fait, tous ces trucs-là, je peux soit dire je veux juste avoir ma page de contenu à gérer, soit je m'affiche toutes ces options. Et on a énormément d'options qui sont en fait installées de base sur WordPress. Si je descends sur ma page, tant qu'on y est, on a une partie qui va être liée au référencement naturel. Ça, je reviendrai un tout petit peu après dessus avec Yoast SEO, donc qui est un des plugins que je vous recommande, enfin qui est celui que je vous recommande, qui vous permet de gérer votre référencement naturel. Donc c'est-à-dire que cette page-là, sur Google, elle va ressembler à ça. Quand on va taper, bon voilà, il faudrait taper bienvenue en hiver, mais bon, si je tape bienvenue en hiver, je peux tomber là-dessus sur un résultat de Google, et du coup, je peux customiser en fait mon titre et ma description. Donc ça, c'est intéressant pour vraiment faire l'optimisation en référencement naturel de son site WordPress.
Donc ça, il suffit d'installer le plugin Yoast. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut gérer des commentaires, on voit les différentes révisions et qui l'a fait, parce que des fois il y a plusieurs personnes qui vont gérer un site, et ça c'est pensé de base sur WordPress. On peut ajouter des utilisateurs qui vont soit gérer que les articles de blog, soit l'intégralité du site. On peut être plusieurs à gérer son site, et du coup c'est intéressant de voir qui a fait la modif pour savoir pourquoi ils ont fait cette modif, toutes ces choses-là. Ensuite, ici on peut retrouver aussi les médias. On peut retrouver les médias. Alors là, j'ai cliqué sur formulaire. On peut retrouver les différents formulaires de contact, parce qu'on peut avoir différents formulaires de contact sur le site. Et on peut retrouver les médias. Donc sur les médias, ça va être la gestion de toutes ces images, de tous les PDF, les fichiers Excel, tout ce qu'on peut mettre à disposition pour que les gens téléchargent ou puissent consulter. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut y aller, on peut en mettre pas mal des médias. Les formulaires, on a la partie WooCommerce aussi qui va permettre de gérer la partie e-commerce. Donc WooCommerce, c'est un plugin qui est gratuit. Alors ce qui est bien, c'est que tout ce que je vous ai présenté depuis le début, là, c'est tout gratos. Pour l'instant, là, il n'y a pas besoin de lâcher un seul euro, à part l'hébergement et OVH pour acheter son nom de domaine. Il n'y a pas besoin de lâcher un seul centime. Et cette partie e-commerce va vous permettre de gérer vos ventes, vos produits et toutes ces choses-là, quoi. Voilà pour un petit tour d'horizon du back-office de WordPress. On reviendra après dessus. Parce que je vous montrerai d'autres éléments. Donc, l'idée, voilà. Donc, les pages et les posts. La structuration d'une page est faite comme ça. Donc là, c'est pour la partie front. On a toujours la partie menu avec la navigation, le logo, tout ça. En général, ça, on ne va pas le changer page par page. On a un endroit dans WordPress où on va gérer son menu, on va gérer son logo, on va gérer tous ces éléments-là. Donc cette partie-là est fixe et je la gère une fois et ça va se mettre sur toutes les pages. Ce que vous allez gérer, vous, c'est la partie contenu. Donc là, c'est ce qu'on appelle chez nous le héros. En fait, le héros, c'est la partie qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc, il est important pour vous, donc ça n'a rien à voir avec la technique, mais de faire en sorte que vous ayez quand même un maximum d'informations. Donc, par exemple, l'information principale, c'est parti, j'y vais, de laisser son email. Donc, c'est faire en sorte qu'on laisse la place à l'action qu'on souhaite faire en sorte que l'utilisateur réalise sur votre site. Donc, du coup, mettez en avant les éléments très importants à cet endroit-là. Puis, il y a peu de monde au final qui scrolle jusqu'en bas, qui descendent jusqu'en bas. En dessus, donc la ligne de flottaison, c'est en gros votre navigateur va s'arrêter là, et après, quand les gens descendent, ils voient la suite. Et donc là, on arrive à la fin de notre page et derrière, on a le footer. Donc ça va être la partie aussi, une partie que vous pouvez gérer sur WordPress et qui va se dupliquer sur l'intégralité des pages. Donc vous gérez une fois votre menu, une fois votre footer et après tout le reste, vous allez le gérer page par page. La structuration technique derrière de ces éléments-là, par exemple, pour faire en sorte qu'on obtienne ça, c'est que derrière, il va falloir customiser plusieurs paramètres. On a un paramètre qui va s'appeler le container. Donc c'est faire en sorte que mon information soit au milieu. Donc ça, soit vous achetez un thème qui vous prémâche ce boulot-là, soit il va falloir customiser un peu ce qu'on appelle le CSS. Donc c'est le langage c'est un langage qui vous permet de gérer la partie graphique du site. Mais donc là, on a un conteneur, on a ce qu'on appelle un padding. Donc c'est de dire dans ce conteneur-là, j'ai ça, c'est une marge complémentaire qui va se mettre là pour que ça puisse descendre un petit peu. Et après, j'ai des marges entre mes éléments, donc la partie margin. Bon, c'est technique, mais c'est pour dire que pour que vous obteniez un résultat comme ça, soit vous êtes un peu technicien et vous savez gérer tous ces paramètres et vous gérez tout ça, soit vous passez par quelque chose de prêt à l'emploi que je vous montrerai après, qui vous prémâche tout ce boulot et vous dites juste, moi je veux que ce soit un peu plus bas et puis basta, quoi, j'en parle pas, que ce soit 10 pixels, 20 pixels, du padding, du margin, je m'en fiche un peu, tant que mon truc, il est comme ça. Ce que vous remarquez ici, c'est qu'il y a pas mal de place à l'espace. Enfin, il y a du blanc, un petit peu, ce qu'on appelle du blanc. Donc ça c'est du blanc, même si c'est rouge, on est sur du blanc. Donc c'est-à-dire qu'on va laisser un petit peu d'espace. C'est assez important sur les sites, notamment modernes, responsive, qui se consultent bien en mobile, de laisser cet espace-là. Évitez à tout prix de faire un site où tout est collé parce que vous voulez tout faire rentrer justement tout en haut. Ça se fait plus, ça se fait pas et ça marche pas. Ce qui est important, c'est de laisser de l'espace aux gens pour qu'ils puissent consulter tranquillement le contenu et découvrir tous ces éléments-là. Donc ça, c'est la partie visuelle de WordPress que je vous montrais tout à l'heure pour un article de blog, par exemple. Donc en soi, je peux faire un site où toutes mes pages sont comme ça. Je ne suis pas obligé d'avoir les trucs compliqués que je vous ai montrés tout à l'heure. On peut faire un site où toutes les pages sont comme ça. Et c'est ce qu'on appelle un WYSIWYG. C'est what you see is what you get. Donc ça veut dire ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez. Donc en gros, si je publie ma page, ça ressemblera à ça au milieu là. Et après, quand je clique sur la partie texte, c'est là où je peux rajouter toute la partie code avec du HTML, des trucs compliqués. Si vous voulez afficher votre carte Google Maps, sur Google Maps, vous pouvez partager et il y a un bout de code que vous avez à copier-coller. Vous allez copier-coller là-dedans et ici, ça va vous mettre un beau carré gris, mais quand vous verrez en live ce que ça donne, il y aura votre texte et en dessous, la carte Google Maps. Donc du coup, c'est assez flexible pour faire ça. Et après, vous avez les constructeurs un peu plus évolués. Donc là, on est par exemple sur
sur un builder qui s'appelle, c'est un template qui s'appelle Salient, que je vous remontrerai après, qui vous permet d'avoir ça. Donc vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Moi, c'était un peu plus technique. Là, on voit tout de suite les textes que je peux modifier. Donc c'est pas mal. Je sais que là, j'ai 3 textes. Enfin, j'ai 3 blocs, je peux en créer 4. En fait, si je clique là-dessus, je peux dire bah, finalement, j'en veux plus que 2, j'en veux plus qu'un, j'en veux 18, je fais ce que je veux, quoi. Bon, 18, ça risque d'être un peu compliqué, mais. Et en tout cas, vous allez pouvoir changer vos différents blocs. C'est ce système-là qui vous permet de vous passer de ces marges, de ces paddings, de tous ces éléments-là, où il y aura des choses un peu pré-paramétrées que vous pourrez modifier quand même si vous voulez un peu plus loin. Au moins, ce sera pré-paramétré à la base. Et donc, vous allez gérer vos blocs. C'est pas sur toutes les templates, ça? Non. La possibilité de créer des blogs et des choses comme ça, non? Il y a pas mal de templates qui le font, il y en a d'autres qui passent pas par ça et il existe plusieurs systèmes, c'est ce qu'on appelle des site builders, donc c'est des constructeurs de sites et il y en a énormément effectivement qui passent avec ça, notamment les plus connus du marché, ceux qui sont téléchargés en majorité. Mais à savoir que ce système-là est beaucoup réservé aux gens qui vont faire eux-mêmes leur site ou aux freelances qui sont plutôt web designers qui vont développer des sites, mais par exemple une agence comme la nôtre, on ne passera jamais par ça. Ça, pour nous, c'est Satan, c'est interdit et ça n'existe pas. Puisque en fait, ce système-là, du coup, c'est qu'on est dépendant d'une solution que des gens éditent. Et à chaque fois qu'ils font une mise à jour, potentiellement, il peut y avoir des petits ratés. Et nous, on ne peut pas être garant de ça. Donc nous, on veut maîtriser un maximum la solution. Donc par exemple, nous, on ne passe pas par ça, mais il y a énormément de monde et la majorité des gens passent par ça. Donc ça se fait très bien. Oui. Justement, un constructeur, on ne peut pas le combiner avec du CSS? Si, vous avez une partie d'édition de CSS, mais c'est là où ça commence à complexifier un peu le truc, quoi. C'est ça. En fait, pour vous expliquer, ce système-là est super bien. Si vraiment vous voulez mettre zéro budget, vous occupez vous-même de votre site, c'est parfait. Ça, c'est parfait. En fait, l'explication, c'est que derrière, il va y avoir une surcharge de code. Parce qu'en fait, ce système-là est pensé pour faire plein de choses. À boire, à manger, c'est pensé pour faire plein de choses. Donc du coup, une fois que vous allez générer votre site, bah, du coup, il y aura une masse de code qui sert à générer tout ça, qui va se créer en plus. Pour que vous ayez un peu ce visuel-là et que ce soit sympa tout ça, il y a beaucoup de code derrière et du coup, en fait, votre site va être un peu plus lourd que la moyenne. Mais au moins, ça vous permet de faire exactement ce que vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances techniques. Donc cette solution-là est très bien quand on ne souhaite pas avoir de connaissances techniques. Voilà. Bon, ça, c'est pas très important. Quand vous gérez vos articles de blog, vous avez l'occasion de mettre des catégories, de mettre des tags, toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est intéressant avec WordPress aussi, c'est qu'on va pouvoir organiser son contenu et donner une cohérence dans son contenu avec ces éléments-là. Donc par exemple, vos articles de blog, vous pouvez avoir une catégorie recettes, voyages et sport. Et ce qui est bien avec ces différentes catégories, c'est que vous pouvez les gérer en autonomie sur WordPress. Vous allez sur votre blog et vous créez une nouvelle catégorie, vous créez un nouveau tag. Et du coup, quand les gens vont vouloir voir toutes vos recettes, ils vont cliquer sur recettes et ils pourront voir tous vos articles de blog en lien avec les recettes. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, il y a une bonne hiérarchisation et une organisation du contenu au sein de WordPress. C'est pensé pour ça en tout cas. Vous pouvez après gérer tous vos médias, ça on l'a déjà vu. Petites informations au niveau des images. Vous pouvez télécharger beaucoup de formats, donc JPEG, PNG, SVG, EPS, PDF, il y a assez peu de limites sur les formats. Par contre, ce qu'on recommande énormément, c'est d'avoir un poids maximum sur vos images de 500 kg. Et encore, si vous pouvez avoir du 200, c'est très bien. Vous êtes au courant de pas mal de choses avec le développement durable et toutes ces choses-là. On est en train de mettre par exemple en place chez Pilotine et dans beaucoup d'autres agences, et ça se passe énormément, ce qu'on appelle de l'éco-conception, c'est-à-dire que des sites pensés pour consommer moins de ressources énergétiques, pour faire moins d'appels au serveur, pour être moins lourd. Et du coup, typiquement, le poids des images est une énorme contrainte. Vous avez le site de Paris 2024 qui a été éco-construit par exemple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je ne sais plus s'il a été fait avec WordPress, on va voir ça. Paris 2024. Tac. Et il est fait en WordPress. Voilà, nickel. Donc du coup, parce que moi en fait j'ai des petits plugins, j'ai des petits espions qui me disent en quoi c'est fait et tout. Du coup, je ne sais pas si vous remarquez, mais on est sur un site qui est un peu moins compliqué que d'habitude. On a une grande image, du texte, on a 2 blocs. Si je descends, du texte, 2 blocs, du texte, 2 blocs, du texte. C'est pas hyper poussé, on se dit il n'y a pas beaucoup de contenu, mais au final, on est quand même hyper efficace. Pourquoi? Parce que du coup, les gens se concentrent sur les informations qu'on souhaite leur mettre en avant. Ça, au final, c'est une super bonne pratique. En fait, derrière le développement durable et tout ce qu'on peut mettre derrière, soit on y croit, soit on n'y croit pas, soit on s'en fout, soit on aime bien. Mais derrière, en fait, ce sont de très bonnes pratiques en termes d'expérience utilisateur et en termes de développement de site. Puisque du coup, en fait, on va faire en sorte que les gens se concentrent sur l'information principale.
ce gros site, donc là voilà, qui se bouge pour la planète, donc en plus ils sont cohérents, ils ont fait un site un site éco-construit et ils prônent le développement durable, donc c'est bien. Mais au moins voilà, les gens, ils ont que quelques informations, mais au moins ils peuvent digérer ces informations. Plutôt que d'avoir 18 boutons dans tous les sens, des trucs de partout, il y a beaucoup de gens quand ils montent leur site, ils veulent tout dire. Et ça c'est le pire parce qu'on va en vouloir en mettre de partout et du coup les gens ne comprendront plus rien. Donc ça c'est le top. Et donc nous on se tourne vraiment de plus en plus vers ces solutions-là. Et du coup en fait ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, vu que c'est super simple, il y a forcément moins de code derrière, donc le site est plus léger pour s'afficher. Et en fait, ces images-là, si on regarde un petit peu, elles sont vraiment pas mal pixelisées. Mais en fait, ils ont fait en sorte d'utiliser ce style-là en faisant comme… en fait, ils s'en sont servis pour donner ce style-là. En fait, ils ont dit, nous, on veut un style un petit peu grainé. Donc, c'est des photos un peu grainées. Mais d'ailleurs, ça veut dire que la photo, elle est hyper légère. Elle ne fait pas 500 kg, elle n'en fait pas 200, elle en fait moins de 100. Donc, du coup, au final, on a un site avec quand même des grands visuels, comme celui-là. Mais c'est des visuels qui sont hyper légers, qui sont un petit peu pixelisés. Mais voilà, ça donne un effet de style intéressant. Et ils utilisent ça pour avoir un site super léger derrière, qui consomme moins de ressources, moins d'énergie, qui est plus simple à développer, qui coûte moins cher. Enfin, tout est bien, quoi. Bon, du coup, pour faire ce genre de site, on se dit c'est hyper simple, c'est super fastoche, mais derrière, ça nécessite énormément de réflexion et c'est plein de monde qui sont mis autour de la table quand même pour faire tout ça. Mais voilà un petit peu les sites de demain, en tout cas, qui sont en cohérence avec du développement durable et super responsive. Parce que là, vous vous rendez compte qu'en mobile, au final, ça demande vachement moins d'adaptation. Alors imaginez un site où il y a 18 millions de boutons dans tous les sens. Quand vous voulez, ça s'adapte au mobile, le casse-tête que c'est de mettre tous les boutons au bon endroit. Alors que là, au final, on a une image, un texte, une image, un texte, une image, un texte, basta. Donc ça, site qui est au final pensé pour le mobile, éco-construit, responsable et qui est super léger en termes de temps de chargement. Donc c'est super bon pour le référencement naturel aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un site qui est lourd pour le référencement naturel. Donc en fait, ce site, il cause énormément de cases. Donc il est pas mal. Après voilà, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont dire j'aime pas, je comprends pas, mais en tout cas, il coche beaucoup de cases intéressantes. Donc voilà, donc ça c'était sur le poids des images. Donc 500 kg encore, c'est très lourd. Si vous pouvez faire moins, c'est vraiment top. Et les dimensions des images, une image HD, ça va être du 1920 par 1080 maximum de pixels pour que ça affiche déjà sur des grands écrans. Donc évitez de prendre une photo avec votre réflexe et de la mettre directement sur votre site parce qu'elle sera trop grande, trop lourde. Et là, ça cochera aucune case. Je vous donne deux outils, enfin 3, donc Photoshop ou compressor.io ou tinypng.com. C'est 3 outils qui vous permettent de réduire vos images. Si vous n'avez pas Photoshop par exemple, au moins vous pouvez réduire vos images avec ces différents outils avant de les mettre sur votre site. Ça, c'est une bonne pratique. Les thèmes. Donc on y vient. Donc voilà 5 grands thèmes du marché. En gros, un thème comme ça va coûter 60 €. Donc vous les trouvez sur un site qui s'appelle ThemeForest. Donc si vous allez sur ThemeForest, T-H-E-M-E Forest, comme la forêt. Quand vous allez sur ce genre de site, vous pouvez en fait pour 60 € dire moi je veux acheter ce thème. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous montrent des exemples. Ils vont dire il y a celui-là avec la belle image, les 3 références, les articles de blog, enfin voilà. Vous avez un truc en fait qui est prêt, qui est sur étagère et vous dites je le prends, je le prends pas. Et donc vous allez mettre 60 € sur ThemeForest et vous allez télécharger donc, ces thèmes. Donc soit celui-là, soit Avada, Salien, Divi ou The Theme. Les plus communs restent quand même Divi et Avada. C'est ceux qu'on retrouve le plus sur le marché. Et même de plus en plus, c'est plutôt Divi. Et donc le principe, c'est que vous allez avoir un constructeur un peu comme je vous ai montré, mais encore plus graphique. Vous allez dire, là je mets mon image, là je mets mon truc, là je mets mon bidule, et vous allez pouvoir construire votre site comme vous voulez. Alors attention avec la solution, vous faites ce que vous voulez, puisque vous pouvez faire aussi des trucs vraiment super moches. Donc du coup, pour éviter de faire ça, reposez-vous réellement sur ce qu'ils proposent de prêt à l'emploi, évitez de tout déconstruire, tout ça. Le top, ce que je vous ai dit, concentrez-vous sur votre contenu, sur le message que vous souhaitez faire passer. Le design, c'est pas là où il faut aller chercher grand-chose, à part si vous êtes un pro du design. Dans ce cas, là, respect et il n'y a pas de souci. Mais si vous n'êtes pas un grand pro du design, vous êtes en général à 80% sûr de faire un peu n'importe quoi sur l'aspect graphique. Donc, laissez un petit peu ce qui est prêt de base et concentrez-vous plutôt sur le contenu et l'organisation de votre contenu, pas sur les aspects graphiques. Customisez vos couleurs et votre logo, mais après, basta. Voilà, donc tous ces outils-là coûtent 60 € en général et vous permettent de faire plein de sites faramineux et tout ce qu'on veut. Ça, c'est notre solution du coup, donc, qui est plutôt dédiée à des freelances ou à des agences, donc plutôt à une site de développeurs, parce qu'on l'utilise pour nos propres besoins. C'est-à-dire que nous, l'intégralité de nos sites est développée avec ça. Donc on est sur WordPress, c'est open source. Et ça, en fait, c'est un plugin qu'on est en train de mettre à disposition sur ce qu'on appelle le repo de WordPress. Là, on peut télécharger tous les plugins. Et donc, il s'appelle le PiloPress. Et donc, le principe, c'est qu'on a le même système un petit peu qu'on retrouve chez Avada, Divi. C'est-à-dire que je vais arriver sur ma page, je vais avoir
un slider va avoir 3 images, un bout de texte. Donc on retrouve un petit peu les mêmes choses, sauf que nous, c'est basé sur ACF. Donc ACF, c'est un plugin qui est vraiment dédié à des développeurs qui vous permet en fait de rendre l'intégralité de votre site administrable. Donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec les Avada Divi, mais comme je vous ai dit, Avada Divi, en gros, vous avez des choses prêtes à l'emploi, évitez de les toucher en gros, parce que plus vous allez… En fait, voilà, je vais revenir dessus. Il y a une histoire de maintenance aussi. Plus vous allez toucher et traficoter et transformer ça, plus vous serez dans la mouise le jour où il faudra faire une mise à jour du plugin et où il faudra faire évoluer votre site ou le transformer et le faire passer à un niveau supérieur. Si vous êtes sur des solutions comme ça, vous avez plus de flexibilité, mais vous allez mettre 10 fois plus de temps à faire les choses. Donc, je vous recommande quand même ça, mais surtout, quand vous êtes là-dessus, évitez un maximum de toucher. Sinon, vous allez partir dans des complications de ouf. Là-dedans, vous avez beaucoup plus de flexibilité, c'est plus ouvert, mais ça nécessite des compétences de développement. Voilà un petit peu. On a fait des tests de ce qu'on appelle des tests de charge pour le temps de chargement, en fait, comme je vous ai dit. Donc là, on avait testé entre notre solution et Avada. Par exemple, Avada va être 3 fois plus lourd. Mais bon, ça reste quand même, il se charge en 1,5 secondes. Hein, c'est pas non plus la mer à boire, 1,5 secondes. Là où nous, on charge en 1 demi-seconde. Mais la différence est importante en termes de référencement naturel. Mais bon, là, c'est un site qui va vous coûter 0. Là, c'est des sites qui vont commencer à partir de 7 000 €. Donc du coup, il y a quand même une sacrée différence en termes de prix. Mais on voit qu'on arrive quand même sur des stats intéressantes, mais qu'il y a quand même une différence entre la solution un peu pro et la solution que vous achetez pour 60 €. Faut pas se leurrer, hein. Si vous mettez 60 €, c'est que c'est pas non plus le truc parfait, mais c'est un très bon élément, mais surtout restez dans les cases qu'ils vous offrent, évitez de traficoter tout ça. Voilà, des extensions intéressantes par rapport à vos questions. Donc Yoast SEO, c'est celui qu'on recommande pour la partie référencement naturel. Il va y avoir des options sur le site où vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle les robots TXT, le sitemap, on peut gérer pas mal d'éléments, mais à retenir, c'est surtout que sur chaque page, vous pouvez customiser le titre et la description qui va se trouver sur Google. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne les bonnes informations à Google sur les mots-clés importants qui vont devoir remonter après, faire en sorte que Google vous fasse remonter sur ces mots-clés-là qui sont importants pour vous. On a WP Rocket qui va être la partie liée au système de cache sur WordPress. Est-ce que vous savez ce qu'est le système de cache? Non. Mickaël, petite explication? Oui, ça va jouer sur la rapidité ou pas du site. Et si, à chaque fois qu'on va travailler son site, on peut rajouter des informations et ça peut alourdir le site derrière. C'est ça. En gros, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans votre navigateur, on vous a dit enlève les caches là. Voilà. En fait, à chaque fois que vous allez sur un site, en fait, votre ordinateur, il pense à vous. Il ne pense pas à lui-même, mais il pense à vous. C'est-à-dire qu'il va sauvegarder des éléments. Il va sauvegarder les images, des machins, des bouts de texte, du code. Et comme ça, dès que vous allez retourner sur ce site-là, il va charger plus rapidement la deuxième fois, bizarrement. C'est parce qu'en fait, il a préenregistré des infos. C'est pour ça que des fois, il va falloir vider vos caches, mais qui en fait supprime tout ce qu'il avait enregistré. Et du coup, l'intérêt de mettre quand même un cache, c'est de faire en sorte qu'au deuxième coup, quand la personne revient, le site se charge plus facilement. Donc ce système de cache permet de faire en sorte que les sites se chargent facilement et donc d'améliorer le référencement et pas mal de choses. Sauf que si vous avez un trop bon système de cache, le jour où vous faites des modifs, les gens qui sont déjà venus, ils ne vont pas voir vos modifs. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut le purger régulièrement. Donc c'est bien, mais quand vous avez un site qui évolue régulièrement, il faut quand même que les caches se mettent à jour régulièrement. Ensuite, on a WordFence. WordFence, je le recommande de le mettre sur tous les sites parce que c'est celui qui va un petit peu protéger votre site web. Il y a un truc qui rebondit depuis tout à l'heure, non ? Non. C'est celui qui va permettre de protéger votre site web, donc ça va créer un pare-feu. Donc par exemple, nous, sur tous nos sites, on met WordFence et on dit à chaque fois qu'une personne essaye de se connecter sur le site et fait 3 tentatives non fructueuses, et du coup on le bloque et il ne revient plus jamais. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des robots qui passent toute la journée et qui font des tentatives, tout ça. Donc nous, au bout de 3 fois, il est bloqué. On a même d'ailleurs fait des tests de défense. On a pris une boîte qui est venue et qui a essayé de défoncer tous nos sites, tout ça. Mais du coup, en fait, rien qu'avec ça, ils ont toujours été bloqués. Donc après, on les a débloqués pour qu'ils puissent quand même faire tous leurs tests et voir ce qui buguait sur les sites. Ils ont trouvé quelques petits trucs parfois. Mais ça bloque vraiment tout le monde, même le meilleur pirate, vu qu'au bout du 3e coup, c'est terminé, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, souvent, pour qu'ils arrivent à craquer un petit peu votre code, ils vont tenter 100 000, je ne sais pas combien de milliers de fois, mais si au bout du 3e, c'est mort, il aura rarement de la chance d'y arriver. Donc ça protège vraiment bien votre site. Visual Composer, ça c'est le système de builder que vous avez quand vous achetez là, les Divi, Avada, tout ça, en fait, ils sont basés là-dessus. Donc ça, vous l'aurez automatiquement quand vous achetez quelque chose. WooCommerce, c'est la partie liée au e-commerce. Donc ça, c'est la partie open source gratuite. Il existe des solutions de e-commerce sur WordPress qui sont payantes. Moi, je vous recommande le WooCommerce quand vous avez un besoin simple.
voulez mettre des produits, avoir un prix, vous pouvez mettre de la livraison, vous pouvez connecter avec PayPal, avec Stripe, avec votre banque, vous pouvez faire beaucoup de choses avec WooCommerce. À un certain niveau, il faut commencer à avoir des compétences un petit peu en développement, mais pour beaucoup d'éléments, ça reste gratuit et vous aurez accès à tout. Google Analytics, vous avez un plugin de Google Analytics sur votre site qui permet d'afficher vos statistiques de visite, taux de rebond, tous ces éléments-là sur votre site directement. Donc ça, c'est bien aussi de le mettre. Et par rapport à vos questions, on a ressorti cela. Donc WPML, c'est celui qui va permettre de traduire votre site en plusieurs langues. Donc si jamais vous voulez, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. WPML, donc on va aller sur le site de Calmosine. Ok. Calmosine. Slash. Donc là, je vais me connecter au back-office. Ok. Et donc, quand je vais sur une page, donc là, c'est un site, je ne sais plus, il est en 3 ou 4 langues, je crois. Quand je vais sur une page, je vais retrouver ici les langues. Bon, il est en 3 langues. Donc là, on a le néerlandais et l'anglais. Et en fait, on se rend compte ici que, par exemple, la page d'accueil test, là, elle n'a pas été traduite en néerlandais, mais elle a été traduite en anglais. En fait, on peut retrouver l'intégralité de ces pages ici. On peut savoir si elles ont été traduites, pas traduites. On n'est pas obligé de tout traduire. On peut dire, je choisis celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et ça va nous permettre de traduire ces différentes pages. Donc, par exemple, si je vais sur cette page-là, les laboratoires, eh ben, je vais retrouver mes textes en français. Par exemple, si je vais dans présentation, là. Donc là j'ai un texte en français, Laure Ducroux, docteur en pharmacie, tout ça. Et ensuite, je peux passer... Ouais, c'est sur le côté, mais je ne le retrouve pas. La langue de cette page français... Ah oui, là. Là, la néerlandais, elle y est, mais je trouve la traduction affichée anglais, voilà. Et je peux en fait modifier la traduction en anglais. Et en fait, ça va me recharger la page et je serai sur la même page, mais cette fois, tout est en anglais dessus. En fait, donc de base, quand je vais cliquer là-dessus, ça va me la copier-coller en français et après, je ferai modif. Je transformerai tous les textes français en anglais et du coup, après, je vais basculer de l'une à l'autre pour faire mes différentes modifs. Donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement. Mais c'est une traduction automatique en fait qui fait Non, alors WPML, c'est à vous de traduire. En fait, vous avez les mêmes champs et c'est à vous de tout traduire. Je vais vous en montrer un autre qui va beaucoup plus vite. Donc là, vous l'avez vu en fait. Alors, ce qui est un peu compliqué avec... donc ça, c'était l'ancienne version de notre solution. Maintenant, on est passé sur un truc un peu plus visuel. Vous avez vu, c'est un peu compliqué quand même de dire je vais dans la ligne 1, le 2, le 3, le damier. Bon, vu que c'est des développeurs qui le font, c'était pas très grave. Mais maintenant, on est passé sur quelque chose de plus visuel comme les autres. Donc tous les thèmes à 60 € que vous achetez, ils sont moins compliqués que ça. Vous avez vraiment, il y a le texte, il y a l'image, vous pouvez les modifier directement. Nous, on est passé à ça aussi. Là, c'est un site qui date un peu. Et du coup, ce que je vais vous recommander, ça va être Weglot. Si pareil, vous n'avez pas de temps, vous n'êtes pas bilingue en anglais ou je ne sais quoi, et que votre site il a une quinzaine, vingtaine de pages et que ça vous saoule royalement, vous pouvez passer par ce plugin-là. Donc pareil, c'est un plugin que vous téléchargez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version gratos. Donc si vous avez... Ah bah non, en fait, je dis des bêtises. Bon, ça coûte 100 €. Ah si, gratos. Voilà, vous avez une langue et 2000 mots. S'il y a moins de 2000 mots sur votre site et que vous voulez le traduire de français à l'anglais, vous passez par ce truc-là et c'est assez magique. Je l'avais testé sur Pilotine. Donc en gros, vous allez vous enregistrer, machin, vous allez mettre l'URL de votre site et vous allez cliquer « Je traduis ». Et en fait, le truc va traduire automatiquement, donc c'est plutôt poussé, sachant que Google Traduction et tout sont arrivés à des niveaux vraiment assez impressionnants. Mais du coup, dès qu'il va rencontrer quelque chose d'un peu nouveau, il va vous demander la traduction. Donc il va vous faire une liste de 30 mots qu'il n'a pas compris, et vous allez les traduire un par un. Et après, il dit « Ok, c'est bon, j'ai compris », et traduit tout le site. Et du coup, en 2 minutes, vous avez votre site en français, et en bas, il est apparu un petit truc anglais, vous cliquez dessus, et tout votre site est en anglais désormais. Ça va super vite, et franchement, moi j'avais mis, je pense, 10 minutes. En 10 minutes, il y avait l'intégralité du site qui était traduit en 2 langues. Et vous pouvez faire ça en 18 langues si vous voulez, enfin, je ne sais pas combien il y en a disponibles. Après, ça se charge. Et après ça, On le charge. après, en fait, on met le plugin sur son site, et après, en 2.2, il y a la version française, anglaise. Ouais, alors je l'ai plus là, mais ça mettait un petit truc en bas, ça marquait français, et si je cliquais dessus, ça me proposait les autres langues. Je cliquais et hop, ça avait traduit tout mon site. Et au-delà de 2000 mots, il se passe quoi en fait? Ah bah au-delà de 2000 mots, il faut payer 100 € par mois. Non mais je veux dire, si on prend, je dis n'importe quoi, Ah oui, la je vois. version gratuite, Ouais. je sais pas, il y a 2010 mots. Ouais, et bah les 10 restants, ils seront en français. Il
fait quoi? Il fait dans l'ordre en fait, quoi, aléatoirement? Est-ce qu'il reconnaît les mêmes mots Excellente question à laquelle j'ai pas la réponse. Mais je me souviens, en tout cas quand j'avais fait le test, parce qu'il y avait 14 jours gratuits, au bout du 14e jour, eh ben, j'avais mes 5 pages principales qui étaient traduites et tout le reste, genre tous les articles de blog étaient redevenus en français, quoi. Tout ce qui dépassait 2000 mots était revenu en français, mais c'était effectivement les pages secondaires. Les pages principales étaient traduites. Et ces 2000 mots, c'est-à-dire c'est comme sur un article, c'est pas genre un mot unitaire. Je veux dire, n'importe quoi, le terme table. C'est un mot. Oui, c'est un mot, c'est-à-dire s'il est utilisé 10 fois, c'est considéré comme 10 mots. Ouais, c'est que 10 mots. Ouais. Bah, 2000 mots, en gros, ça va être 3 articles de blog. C'est pas lourd, mais un site de 5 pages, ça peut le faire, quoi. Un site de 5 pages sans article de blog, c'est bien. Sinon, après, il faut effectivement passer sur les versions un peu... Et on ne peut pas sélectionner, lui dire, par exemple, tu ne traduis que si, je crois, 3 pages, si. et éventuellement, voilà, les articles, ou peu importe, on y va. Si, je crois me souvenir que je pouvais sélectionner des pages. Yes, on peut le faire. Après, honnêtement, si par exemple, vous avez 200 000 mots sur votre site, les 500 balles, ils sont largement rentabilisés parce que payer un traducteur pour faire ça, c'est payer le traducteur et payer la personne qui va après se coltiner les copier-coller sur le site. Hein. Donc ça, je pense, c'est vraiment pas mal. Alors, bien entendu, il y aura forcément des textes il y aura des petits loupés. Mais vous avez l'occasion de revenir dessus et faire les modifs et tout. Donc, c'est plutôt bien foutu. C'est ça. Non, je crois que ça traduit. Non, en fait, je dis peut-être une bêtise pour les modifs. Je sais pas, faudrait vérifier. Je sais que j'étais pas allé aussi loin, mais c'est plutôt très bien fait, quoi. Ok. Alors, on était sur Weglot et du coup ACF. Donc, en gros, si vous vous sentez plus l'âme d'un développeur ou que vous êtes développeur et que vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous passez des thèmes prêts à l'emploi que tout et n'importe qui peut gérer, et ben du coup, il faut passer sur ACF. Donc, c'est Advanced Custom Field. Donc, c'est le fait de faire des champs customisés de manière avancée. Et donc, normalement, le WordPress, si on n'achète pas de thème à 60 €, on a juste des pages blanches avec les WYSIWYG dont je vous ai parlé là, qui ressemblent à des fichiers Word. Et donc, je peux gérer plusieurs fichiers Word. Mais si je veux faire en sorte, au-dessus de mon fichier Word, de rajouter par exemple une image ou un slider que je peux positionner où je veux, et ben c'est là où il faut passer par ACF. Donc, par exemple, nous, en fait, et nos développeurs, en gros, ils se réveillent le matin, ils pensent à ACF, ils se couchent le soir, ils pensent encore à ACF. Leur vie tourne autour d'ACF en ce moment. D'ailleurs, la conférence qu'on fait au Meetup du 29 janvier, c'est ACF, ma vie, mon œuvre. Parce que les développeurs, ils sont à fond là-dedans et tout. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est la version vraiment pro de WordPress dédiée aux développeurs, avec ACF et tout ce qu'on fait nous de notre côté, par exemple. Et vous avez à disposition quand même tout le reste. Tout ça, il y a une version gratuite, vous n'avez pas besoin de payer. Les seuls coûts que vous aurez, en fait, si vous voulez quand même un site qui tient un peu la route, donc mes dernières recommandations, c'est prenez un hébergement chez OVH, par exemple. Lancez votre WordPress automatiquement avec OVH, là, et ça vous aura coûté 15 € par an, enfin non, peut-être un peu plus, on va dire 40 € par an, hébergement plus nom de domaine compris. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur ThemeForest. Vous prenez un Divi ou Avada, 60 €. Donc vous êtes à une centaine d'euros. Et maintenant, il n'y a plus de frais, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que maintenant que vous avez fait ça, vous allez télécharger tous ces trucs qui sont gratuits et vous allez pouvoir lancer votre site. Donc, recommandation, évitez de tout casser. Gardez ce qui existe déjà, faites vos modifications et tout, et vous serez déjà très bien. Type, vous lancez un blog, vous avez un site de 5 pages, ne vous tracassez pas, essayez de faire plus que ce que l'outil permet de faire. Si par contre vous voulez passer à la version d'après et que vous sentez l'âme d'un développeur, là vous pouvez aller un peu plus loin et faire tout ce que vous voulez. Typiquement avec Avada, jamais de la vie vous ferez un job board comme on a fait pour le MEDEF ou des choses comme ça. C'est pas possible, c'est pas pensé pour. Par contre, un beau site vitrine ou un beau site e-commerce, vous pouvez tout à fait le faire avec et ça se fait très bien. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. Du coup, est-ce que vous avez des questions, des demandes sur des plugins en particulier ou sur WordPress? Oui. Juste en question pratique, où est-ce qu'on les retrouve dans le back-office déjà la liste des plugins qu'on peut télécharger? Oui, très bonne question. Alors, quand je vais ici, on a une partie qui s'appelle extension. Donc quand je vais dans l'extension, en fait, je vais retrouver l'intégralité. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Là, c'est un site qui est plutôt simple. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'extensions. En fait, on se retrouve avec tout ça comme extension. Donc forcément, il faut gérer toutes ces extensions. Surtout que là, il y a la partie e-commerce avec WooCommerce. Donc ça fait pas mal d'extensions. Et ce qui est important, c'est que vos extensions soient à jour ici. Par exemple, il y en a 4 qui sont à mettre à jour. En général, nous, c'est les WooCommerce, ici. En fait, nos développeurs sont avertis. Ils vont régulièrement voir ce qui se passe. Et en fait, quand il y a des mises à jour majeures, par exemple sur WooCommerce, en général, il ne faut pas les faire tout de suite, les mises à jour. Parce que le temps qu'elles soient matures, qu'ils aient débugué un peu le truc, tout ça. Donc en fait, nos devs, ils savent que celle-là, par exemple, il ne faut pas faire les mises à jour tout de suite. Ils vont attendre 1 mois, 2 mois pour les faire. Par contre, les autres, on fait les mises à jour régulièrement ou autre. Une bonne pratique, mais vous n'allez pas le faire, mais une bonne pratique, c'est je télécharge mon site,
Je fais les mises à jour, je regarde ce que ça donne. Et après, je le remets en ligne. En général, vous allez faire les mises à jour et puis vous allez voir si ça marche et voilà, vas-y que je te pousse. Donc du coup, si jamais il y a un bug, vous pourrez toujours essayer de revenir sur la version d'avant, faire des petites corrections, tout ça. Voilà, c'est là où vous allez un peu galérer. Mais normalement, la bonne pratique, c'est de dire je sécurise mon site, je télécharge mon site en local, je fais les mises à jour, je vois ce que ça donne, je teste tout ça et après je le remets en ligne. Mais voilà, en tout cas, il y a des mises à jour qui sont à faire régulièrement sur WordPress. Pas tous les jours, mais au moins tous les mois, c'est sûr qu'il y a des mises à jour à faire et il faut faire vos mises à jour régulières. Parce que si vous ne faites pas vos mises à jour, c'est ce qu'on appelle chez nous la maintenance, si vous ne faites pas la maintenance de votre site, si vous attendez par exemple 1 an, en fait, le jour où vous allez faire justement vos mises à jour, ce sera peut-être un peu trop tard et c'est là où ça va dézinguer totalement votre site web. Donc, nouveau coup pour vous et nouvelle recommandation, prenez les mises à jour de votre thème. Là, le Divi, le Avada, en fait, il va falloir prendre peut-être un abonnement à 60 € par an qui vous permette de faire les mises à jour. C'est parce que si vous ne prenez pas cet abonnement à 60 € par an, eh ben, ça veut dire que vous resterez sur l'ancienne version. Sauf qu'une ancienne version d'un plugin, elle a potentiellement une faille de sécurité. Du coup, sur l'intégralité des clients pour qui on s'occupe de la maintenance, donc de faire ces mises à jour-là, on n'a jamais eu de faille de sécurité de notre vie, personne n'a été piraté, il ne s'est rien passé. Sauf des erreurs humaines où il a envoyé son mot de passe à quelqu'un. Bon, là, on ne peut rien faire. Et inversement, tous les gens qui n'ont jamais fait la maintenance de leur site, au bout de 2 ans, 3 ans, se font forcément pirater. Il y a forcément un piratage au bout de 3 ans. Donc ce n'est pas que WordPress n'est pas sécurisé, c'est que les gens n'ont pas maintenu leur site. Comme si vous n'avez pas la révision de votre bagnole, au bout de 3 ans, en général, il se passe un truc de pas bien. La maintenance, enfin, la mise à jour est payante. Et juste pour votre thème. Donc si vous avez acheté Divi, juste pour votre thème. Sinon tout le reste c'est gratuit. Tout le reste gratuit. Mais si vous voulez vraiment vous assurer qu'il n'y ait pas de problème, prenez ce support là de 60 € par an de votre thème. Voilà, donc en gros ça va vous coûter 100 € au démarrage et après 60 € par an. Mais tout le reste, vous avez une version gratos et qui va très bien. À part si vous avez voilà, plus de 2000 mots, si vous prenez le truc de Wiglot, tout ça. Mais sinon tout ce que je vous ai montré est totalement gratuit. Après, sur un site vitrine basique, quel est l'intérêt de pirater des données? Il n'y a rien. Alors en fait, ce sont des robots qui piratent automatiquement. Alors l'explication, c'est que les gens piratent un WordPress, mais en fait, ils ne se font pas roder. C'est-à-dire qu'ils vont pirater, mais ça ne va pas marquer votre site est piraté. Hein. Non, on verra rien. Ils vont récupérer quoi? Mais en fait, ils vont générer des pages que vous ne verrez pas, sur lesquelles il y a par exemple des trucs porno. En fait, ils vont faire du référencement naturel avec votre site, où ils vont utiliser en fait les données de votre serveur. Ils vont utiliser la puissance de calcul de votre serveur. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des fichiers sur votre serveur, chez OVH par exemple, et ces fichiers-là vont travailler pour eux. Par exemple, il y en a, ils font du minage de Bitcoin. Je ne sais pas si vous voyez un peu le système, ils utilisent les ressources de votre serveur pour faire des choses. Donc du coup, le fait que votre site ne soit pas sécurisé n'aura peut-être aucun impact pour votre visiteur, visuellement, mais en fait, un pirate va utiliser vos données pour faire quelque chose de malveillant, et en général, OVH s'en doute un peu et en fait vous bloque votre site. Donc le pire qui puisse vous arriver, c'est que votre site soit, il n'y ait plus rien, et pendant 3 jours, il va falloir appeler OVH, envoyer des documents, dire non, c'est pas moi, montrer que vous avez corrigé, mais potentiellement, vous verrez rien, et des fois, il se passe rien. Il y a des gens, en fait, ils ont des gens qui se collent, il y a des parasites qui se collent, et puis on le sait pas quoi. Il est généralement ralenti. Et en plus, il est un petit peu ralenti parce qu'en fait, vu qu'ils vont utiliser des ressources. C'est pas le même principe pour le téléchargement illégal, non? C'est pas les mêmes pratiques, un peu comme ça? Pas du tout. Il y en a, ils peuvent potentiellement héberger des fichiers illégaux dessus aussi, mais ça, je l'ai un peu moins vu. Les antivirus, les choses comme ça, ça couvre pas. Non, antivirus, ça sera pour l'ordinateur là. Non, l'antivirus de WordPress, c'est WordFence là. C'est ce qui permet de faire en sorte que les gens vous attaquent pas. Quoi. Donc maintenez vraiment vos sites à jour. Oui, et machin, SSL, c'est pas à ça que ça sert justement le certificat SSL? C'est autre chose ça. Ça c'est autre chose. C'est Ulmric. Ouais. Ça c'est surtout en lien avec le e-commerce et le fait que les données transitent de manière sécurisée, tout ça, et ça donne confiance aussi. C'est un bon gain de confiance. Mais quelqu'un peut vous pirater même si vous êtes en SSL. Si vous n'avez pas fait les mises à jour de votre site justement. Mais bon, si vous mettez WordFence et que vous faites vos mises à jour régulières, mais aucun souci, on n'a jamais eu de souci de piratage. C'est vraiment grave si on n'a jamais fait de mise à jour. Au bout de 1 an et quelques, oui. Pendant une année, en général, vous êtes tranquille. Mais après, ça peut devenir grave. Mais plus vous attendez, plus quand vous allez faire une mise à jour, vous verrez que bizarrement, mon site il a un peu changé, tout, merde, il y a le menu qui a sauté, je sais pas quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez quelques questions, avec plaisir encore pour y répondre. Et puis si jamais vous avez un projet un peu plus poussé qu'un site vitrine ou un site e-commerce simple, avec plaisir aussi pour vous filer un coup de main là-dessus. Juste pardon, tu été Oui. sur votre plugin. Oui. Il est en cours de développement ou il est déjà en ligne? Il sera en ligne d'ici quelques semaines. Donc on le présente. Donc si ça t'intéresse, viens au Meetup WordPress, ça peut être vraiment bien. Parce que là, ça va être les 3 Ça sera ici?
Non, c'est à la cuisine du web. À la cuisine. Et là, c'est 3 de nos devs qui présentent le truc et c'est plutôt technique, ça sera beaucoup plus technique que ça. Et donc tout est basé sur ACF et donc ça fait un rendu comme ça sur ACF à destination de dev, donc c'est plutôt assez poussé. Mais il vaut mieux que tu viennes à la cuisine du web pour le 29 pour avoir plus d'infos. Ouais. Et il est assez bien. Et du coup, on le met à disposition de tous les développeurs qui veulent l'utiliser. C'est super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée.